particulièrement heureux ce soir chez Ground Control et à la librairie Caribe, juste à côté, d'accueillir Bernard Stiegler et Alain Damasio, donc probablement des penseurs et des écrivains les plus intéressants du moment. Et je dis pas ça uniquement parce qu'ils sont là. Alors, de façon très rhétorique, je veux dire qu'on ne présente plus Alain Damasio et Bernard Stiegler, mais je vais quand même le faire en quelques minutes, avant de dégager peut-être les thèmes de leur discussion de ce soir. Donc, Bernard Stiegler, un philosophe qui a écrit près d'une trentaine d'ouvrages en un peu plus de 30 ans, qui a un certain nombre de particularités, un cursus assez différent de ce qui est commun en France ou ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui a arrêté jeune ses études, qui a tenu un café, qui a fait des braquages, qui a été en prison, qui s'est mis à la philosophie en fait en prison, qui non seulement s'est mis à la philosophie donc avec le soutien de Jacques Derrida, mais quelques années plus tard donc passé un doctorat en philosophie, et donc fait les ouvrages qui se sont étalés depuis sa thèse récemment rééditée La technique et le temps, donc paru initialement en 3 tomes entre 1994 et 2001, jusqu'à son plus récent ouvrage qu'appelle-t-on Pensée, donc paru l'année dernière. L'un des enjeux constants, il y en a beaucoup, c'est une pensée qui est riche, qui est complexe, il y a un souhait évident chez Bernard Stiegler d'affronter la complexité, de la reconnaître, de refuser la simplification. Mais il y a quand même une mission permanente qui est, depuis presque le début, de trouver de nouvelles armes face à un monde qui nous écrase sous des formes différentes. Du côté d'Alain Damasio, c'est un parcours un peu différent, puisque après une grande école de commerce et une pratique du conseil en organisation, en management, je crois qu'on peut dire ça. Ouais, c'est pas vraiment ça, mais c'était plutôt de l'étude socio-économique. D'accord. Ouais, non, j'ai refusé toujours le conseil, je supportais pas l'idée de conseil. La nuance est importante. Ouais, non, j'étudiais des choses, mais voilà. J'en ai, mais parce que, bon, voilà, ça nous renvoie vers une autre question, mais ça permet notamment une connaissance tout de même de première main des organisations, et notamment des organisations entreprises et entrepreneuriales. Alain donc, a produit en moins de 30 ans, en 20 ans, en fait, 3 romans, donc 3 romans qui ont à chaque fois été construits dans la durée, on y reviendra, c'est un de nos thèmes, donc La zone du dehors, L'art du contrevent, et cette année, Les furtifs. Également, pas seulement ses romans, mais un certain nombre de nouvelles, dont plusieurs ont été traduites en recueil. Alain est aussi l'un des piliers des deuxièmes lignes et des ailiers en fait, des éditions La Volte, hein, si vous me permettez ce petit détour par le rugby en cette saison. Ce qui m'intéresse, et ce qui, je pense, nous intéressait tous dans cette rencontre entre Bernard Stiegler et Alain Damasio, c'est que malgré ces parcours différents, il y a un certain nombre de points de convergence et de choses qu'ils partagent de façon manifeste lorsqu'on les lit, qui sont certainement un engagement dans le fait que la philosophie est quelque chose qui est réellement important, qui a une importance pour le monde, une importance pratique, qui n'est pas réservée aux savoirs les plus élitistes, mais c'est pas pour ça qu'elle doit se simplifier ou accepter d'être banalisée. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est fort chez tous les deux, même si ça s'exprime, évidemment, sous des formes différentes. L'autre chose qui est importante, c'est bien entendu un sens de l'engagement, au sens le plus fort du terme, donc l'engagement politique et philosophique, l'engagement intellectuel. Il n'y a aucune renonciation à ce que peut être dans la société le rôle d'un intellectuel, non pas comme un grand Manitou sachant tout, mais comme quelqu'un qui pose des questions et affronte avec beaucoup d'honnêteté en fait, les conséquences des réponses qu'il peut y apporter. Et donc, voilà, je pense qu'on a cette chance ce soir d'avoir Bernard Stiegler et Alain Damasio. Et donc, on va leur proposer de travailler autour de 4 thèmes qui sont extrêmement présents dans leurs œuvres respectives. Et donc, le premier thème, si vous voulez bien, sera autour de la question de la vitesse, qui occupe un rôle central dans Les Furtifs, mais pas uniquement, et bien entendu dans une grande partie du travail de Bernard Stiegler. La question de la vitesse ayant probablement comme corollaire un thème tout voisin sur lequel vous pourrez vous exprimer également, qui est autour du rôle de la pensée et de la philosophie, et tout particulièrement du fait de prendre le temps de penser, précisément. Et là, je veux introduire par oral le jeu de mots, évidemment, entre le E et le A de penser. Voilà, donc, qui veut se lancer sur cette question de la vitesse et de la pensée? Je pense que Bernard est prêt, là, il est...
Il va ouvrir, oui. Je vais commencer. D'abord, je vais vous remercier. Je suis très content de rencontrer Alain Damasio. Beaucoup d'amis m'ont dit, mais pourquoi tu ne discutes pas avec Alain Damasio? Et je crois qu'ils sont dans la salle, d'ailleurs, enfin, en tout cas, certains d'entre eux. Donc voilà, merci beaucoup à Grand Control d'avoir pris cette initiative. Je m'en réjouis vraiment beaucoup. La question de la vitesse, effectivement, je m'y intéresse depuis longtemps. D'abord, en partant, ça c'est aussi une référence que nous avons en commun, je crois, d'André Leroy-Gourhan, qui lui pose que l'être humain, depuis l'hominisation, c'est-à-dire il y a 3 millions d'années, essaye de conquérir l'espace et le temps, et que cette conquête de l'espace et du temps, c'est forcément une conquête de la vitesse. Bon, il se passe quelque chose de très important il y a 40 000 ans, c'est l'invention de la flèche, enfin 40 000 ans, plus ou moins. La flèche vole à 350 km/h, et ça fait tout à coup d'un ex-singe le pire des prédateurs. Voilà. Et ça, c'est très important. Passons de la flèche aux missiles nucléaires. En 1972, les missiles nucléaires, notamment les SS-20 et les Pershing qui sont autour de l'Allemagne, en Europe, mobilisent beaucoup la jeunesse allemande en particulier, pas seulement. Et puis finalement, il y a un accord qui est passé entre Nixon et Brejnev de désarmement, de ralentissement de voilà, ce qu'on appelait la course aux armements à l'époque. Course étant une question de vitesse, une course de vitesse. Et Paul Virilio publie en 1977, je crois, un livre qui s'appelle Vitesse et politique, qui est très important pour moi, dans lequel il montre que, en fait, ceux qui ont décidé, ceux qui auraient, d'après lui, mais il est très bien renseigné, qui auraient provoqué les négociations SALT, puisque ça s'appelle comme ça, qui ont abouti donc à un arrêt de la course aux armements, ce ne sont pas ni les manifestants allemands, ni Brejnev ou Nixon, ce sont les états-majors soviétiques et américains qui ont discuté entre eux et qui ont dit de toute façon la guerre elle va se déclencher toute seule. C'est ni nous, ni les Américains, ni les Russes qui prendront la décision. En fait, c'est un bug qui produira la guerre, parce qu'au stade où étaient arrivés les vecteurs, ce qu'on appelle les vecteurs nucléaires, c'est-à-dire les missiles, on ne pouvait plus prendre une décision délibérée. C'est-à-dire que c'était plus possible que le téléphone rouge, voilà, que Brejnev téléphone à son état-major pour dire voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'il y avait de toute façon, c'est de l'ordre de moins de 2 minutes. Voilà. Si je dis ça, c'est parce que la question de la vitesse, aujourd'hui, nous la retrouvons du côté de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'intelligence artificielle va nous battre parce qu'elle va beaucoup plus vite que nous. C'est pas totalement faux. Quand on interagit par exemple avec une plateforme sur son smartphone, sur son ordinateur, la plateforme dans les contextes les plus optimisés, par exemple dans les bourses, elle fonctionne aux 2/3 de la vitesse de la lumière, puisqu'elle est en fibre optique, elle est entièrement fibrée comme ça. Et si on compare avec la vitesse du système nerveux, elle va être 3 800 000 fois plus vite que le trader. À partir de là, il n'y a plus de discussion possible. Donc, sauf que, et ça c'est ce que j'ajoute maintenant, moi c'est ce que j'essaie de développer en ce moment, et je crois que c'est quelque chose que nous avons en commun aussi, la question de la bifurcation. La vitesse, on le sait tous, c'est une constante de l'univers. Donc c'est une des constantes qui a été mise à jour par Einstein, 300 000 km à la seconde. Et ce que je soutiens moi, c'est qu'il y a une vitesse infinie. Il y a quelqu'un qui en parle, c'est Dostoïevski par exemple, quand il parle de la comment on appelle ça, la maladie qu'il avait, je perds le mot, l'épilepsie. Hein, il parle de quelque chose qui se produit, qui est de l'ordre d'une vitesse infinie. C'est une bifurcation. Les Américains disent un insight, c'est-à-dire tout à coup quelque chose apparaît qui était absolument incalculable. Donc il y a quelque chose qui va plus vite que le calcul à 200 000 km à la seconde, 200 millions de mètres à la seconde, c'est la vitesse infinie. Et cette vitesse infinie, pour moi, c'est ce que j'appelle le désir, les capacités de bifurquer, et je m'arrêterai là-dessus, c'est ce que Emmanuel Kant et Alfred Whitehead appelaient la raison. Parce que chez Kant, la raison, elle doit s'appuyer sur l'entendement pour prendre des décisions, mais l'entendement calcule, la raison ne calcule pas. Elle va au-delà du calcul. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on va articuler une vitesse de calcul des algorithmes avec une capacité à aller plus vite que la vitesse finie des machines pour produire une vitesse infinie, qui est tout simplement la liberté, ce qu'on appelle la liberté chez les philosophes. Alors moi déjà, je voudrais remercier Bernard Stiegler d'être là.
Parce que Bernard Stiegler, ça fait partie des gens qui m'ont aidé, que j'ai jamais rencontré en vrai, donc c'est toujours intéressant de rencontrer un penseur vivant, parce qu'on en rencontre beaucoup des morts qui nous aident beaucoup. Moi Nietzsche m'a beaucoup aidé, Bergson, Deleuze, etc. Mais quand le penseur est contemporain, c'est quand même quelque chose de très excitant. Et donc il y a beaucoup de concepts que Bernard Stiegler a fait émerger, qui moi m'ont servi, que j'ai empoigné, alors toujours avec ma façon bâtarde d'écrivain, pseudo-philosophe, pseudo-sociologue, pseudo-tout. On travaille d'une façon très particulière, c'est-à-dire que moi je prends souvent des bouts de concepts ou des concepts incomplets, ou en tout cas dont je ne fais pas l'effort sciemment d'aller comprendre la totalité de ce qu'ils recouvrent, pour pouvoir me garder une partie imaginaire, pour pouvoir me garder une partie où je vais générer moi mes faux sens, mes contresens, qui vont être, je pense, relativement féconds, en tout cas pour les livres. Donc j'ai beaucoup travaillé sur Bernard Stiegler comme ça. Que ce soit sur les psychopouvoirs, le pharmacone, l'entropie, etc. Moi, sur la vitesse, c'est pas que ce soit un thème central dans ce que j'ai écrit, même si dans la Horde, il y a un passage assez clé sur justement la vitesse, le corroyeur, le mouvement. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est plutôt l'enjeu du mouvement, l'idée que le mouvement était premier, et que je croyais absolument pas ni aux substances ni aux essences, et que par rapport à ça, qu'est-ce que ça voulait dire de pouvoir rester en mouvement et pas se laisser piéger par l'idée qu'une vitesse soit l'incarnation absolue du mouvement. Au contraire, je pense que le mouvement, c'est précisément la bifurcation, c'est précisément la capacité de différer en soi de ce qu'on était la veille, de ce qu'on était la minute précédente. Et ça fait qu'un pour moi avec la capacité de créer. Donc c'est extrêmement important pour moi cette faculté de tout d'un coup bifurquer, d'être tout le temps en mouvement, c'est-à-dire d'être en mouvement dans sa pensée, dans ses sensations, dans ses percepts, de toujours essayer de tout d'un coup sortir des frayages comme ça neuronaux qu'on a. Donc la vitesse m'intéresse moins que ça. Je crois aussi beaucoup que c'est par ralentissement, c'est par coagulation qu'on est dans les lenteurs habitables, qu'on peut habiter quelque chose. Et on a été très très doué, je trouve, de la modernité pour réussir à rendre inhabitable tout un ensemble de choses, et à commencer par nos émotions, nos sensations qui passent trop vite, qui accélèrent trop pour qu'on puisse les fixer. Donc j'aime bien cette idée qu'on puisse habiter par la lenteur un certain nombre de choses, et on nous empêche d'habiter. Voilà. C'est ça qui moi me touche beaucoup, c'est de ça que j'ai envie de parler dans mes livres. Alors sur les furtifs, oui, il y a une dimension de la vitesse, mais tout aussi bien, c'est comme chez Deleuze, il y a des moments où il dit finalement parfois on est invisible parce qu'immobile, et que l'invisibilité est autant un art martial que la vitesse qui va placer tout d'un coup le furtif dans un angle mort, puis il va se redéplacer pour se mettre sous une table. Ok, ça joue, mais on se rend compte dans le bouquin que la capacité biomimétique, la capacité justement à rester fixe à un moment donné pour ne pas être perçu, est tout aussi importante. Donc c'est une façon de conjurer ça. Mais je ne vais pas trop développer sur la vitesse, parce que je sais qu'il y a 3 autres thèmes qui sont passionnants. Donc j'ai plus envie de rester sur le contrôle et sur la suite. Ouais. Mais juste, donc, lié à la vitesse, il y a chez tous les deux cette question, et qui me semble flagrante dans vos œuvres, c'est cette importance du temps donné à la pensée, du temps pris en fait, par rapport à une injonction qui va avec la vitesse limite, avec une injonction d'accélération permanente. Il y a donc, tu évoquais la question de ralentissement, mais il y a aussi cette question de prendre le temps de la pensée. Ouais, mais alors je coupe là-dessus, parce que moi je trouve que c'est très paradoxal, parce que précisément quand on dit je prends le temps de penser, bon moi je m'isole beaucoup, comme je sais que Bernard Stiegler le fait aussi, j'ai des moments d'immersion très forts où je suis absolument seul pendant des jours et des jours, ou des semaines même, comme j'ai fait en Corse pour écrire La Horde. Mais malgré tout, ce qui est incroyable, c'est que, enfin pour moi la vraie idée, le vrai jaillissement créatif, il est toujours fulgurant. C'est-à-dire qu'il se produit dans un temps qui n'est absolument pas mesurable, mais c'est vraiment un jaillissement. Moi physiquement, je le perçois parce que j'ai une sorte de frisson dans la colonne, et tout d'un coup, généralement j'ai les larmes qui montent, parce que je sens que tout d'un coup une idée fondamentale jaillit et que je vais pouvoir m'en servir, et qu'elle va être vraiment, moi j'appelle ça totipotente, c'est-à-dire que c'est comme une cellule souche, et je sens qu'elle va être capable de faire des scènes, des concepts, des percepts, elle va développer tout un ensemble de choses, et tu le sens immédiatement au moment où l'idée jaillit, ce qui est très particulier, je ne sais pas pourquoi, mais tu sens que dans ce jaillissement, il y a quelque chose de fondamental, et quand c'est une idécule ou un petit truc, tu sens aussi que c'est pas très important. Et là, il y a une fulgurance, c'est-à-dire qu'il y a comme une accélération. Quand tu parles de vitesse infinie, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai sur ce type d'idée-là. Tu as l'impression, tu peux pas te dire si ça dure une fraction de seconde, ou si c'est l'éternité, ou si c'est extrêmement rapide, tu vois.
Donc de dire il y a besoin de temps pour penser, moi je suis même pas sûr, c'est au sens où, oui, tu as besoin de temps pour que se sédimente tout un ensemble de choses dans ton inconscient, que tu as un champ de concentration qui se génère, un champ de tension qui se génère, mais tout d'un coup, entre deux pôles, va se générer un éclair qui est vraiment la pensée, et cet éclair-là, il est extrêmement rapide, donc ça me gêne toujours de dire la lenteur de la pensée, parce que précisément, moi j'ai vraiment le sentiment que... Et quand Deleuze en parle, là tu parles de vitesse infinie, mais quand Deleuze décrit le concept comme la circulation justement à vitesse infinie d'un point qui fait que le concept arrive à toucher tout ce qui peut déployer en une seule seconde, même pas en une seule seconde, parce que la vitesse infinie, il est coprésent à tous les points. Imaginez le concept comme un volume, comme ça. Il est présent à tous les points du volume au même moment, parce que la vitesse est infinie. Et il dit c'est tenir ces vitesses infinies qui est la preuve qu'on est dans la pensée, qu'on est un philosophe, etc. Moi, ça m'a toujours fasciné, parce que j'ai jamais tenu, évidemment, des vitesses infinies comme ça. Je peux à peine entrevoir ce que ça veut dire. Et il dit, là, quand la vieillesse arrive, on n'arrive plus à tenir ces vitesses infinies. Il commence comme ça, qu'est-ce que la philosophie? Et moi, ça m'a toujours beaucoup touché, cette idée de... Voilà, et je pense qu'on le sent, enfin, toi, tu dois savoir ça beaucoup mieux que moi, mais qu'on doit sentir ces extrêmes vitesses. C'est pas du tout mieux que toi, je sais peut-être un petit peu autrement, mais je pense qu'effectivement, je partage tout à fait ce que vient de dire Alain Damasio, sachant que dans ce que tu viens de dire, en t'écoutant, je pensais à la façon dont Maurice Blanchot reprend une question de Hölderlin en disant de l'immédiat, il n'y a pas de saisie immédiate. Voilà. Et donc la question, c'est l'immédiat, mais on ne peut pas le saisir immédiatement. Et ça, c'est difficile à penser, évidemment, si on se met dans une pensée normale et ordinaire du cours des choses, voilà, du cours normal des choses, la gravitation universelle et tout ça, parce qu'il y a des renversements qui s'opèrent. Voilà. C'est ça qui est difficile. Donc, ces renversements, par exemple, chez Hölderlin, ça s'appelle la poésie. Voilà. Moi, sur cette question de la vitesse et de la lenteur, je dirais du temps, plus généralement, et aussi du mouvement, parce que je suis tout à fait d'accord, la question fondamentale, c'est le mouvement, c'est aussi l'émouvant, le mouvant, comme disait Bergson, que tu as cité. Il y a quelqu'un qui est apparu dans mon paysage comme vraiment important assez tardivement. C'est un peu comme Deleuze d'ailleurs, parce qu'au départ, moi, je n'étais pas un grand lecteur de Deleuze. J'ai commencé à lire Deleuze à la fin des années 90. Donc, au départ, j'étais quand même essentiellement lecteur de Derrida, de Heidegger et de Husserl. Et Deleuze a commencé à apparaître à la fin des années 90. Moi, c'était très tôt, c'était vraiment à 20 ans, ça a été ma construction intellectuelle a beaucoup partie de Deleuze. Et après Deleuze, il y a quelqu'un d'autre qui est apparu, ce qui est assez logique, c'est Foucault, voilà, que j'ai lu très tôt, mais j'étais toujours un peu gêné par Foucault, j'étais trop marxiste pour être foucaldien, voilà. Et le mot les choses, j'ai trouvé que c'était grandiose, mais en même temps, ça me posait quelques problèmes, voilà. Quand il écrivait le marxisme et qu'une agitation dans un verre d'eau, bon, je me disais quand même, il charrie un peu, quoi. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il le pensait vraiment, parce qu'il prenait des postures aussi un petit peu sur ça. C'est un peu de la rhétorique. En tout cas, il se trouve que grâce à quelqu'un d'ailleurs qui s'appelle Nicolas Donin, qui était quelqu'un avec qui je travaillais à l'IRCAM, un jour Nicolas Donin est arrivé avec un numéro d'une revue qu'il avait acheté sur les quais chez un bouquiniste, Corps écrit, et dedans il y avait un texte de Foucault qui s'appelait, je ne me souviens plus maintenant. Bon, en tout cas, l'écriture de soi. Et qui était, ça a été publié depuis bien sûr dans les écrits de Foucault, qui était un commentaire en particulier, pas seulement, mais ça commençait par un commentaire des lettres de Sénèque à Lucilius, et où il parlait de la mélété. La mélété, moi j'avais employé ce mot-là quand j'ai parlé, vous avez évoqué mes années en prison. En prison, j'ai dû fabriquer en fait une mélété, une discipline, ça veut dire une discipline. Et pour moi, la question, c'est la discipline. La discipline, c'est ni lent ni rapide, c'est la discipline. Et de la discipline, quand on sait qu'il faut se vouer à la discipline, qu'à un moment donné de cette discipline peut surgir la fulgurance dont tu parlais. Totalement inattendue, absolument incalculable. Ça, c'est déjà ce dont parle Sénèque. Les stoïciens sont souvent très mal compris. C'est ça l'enjeu pour moi du stoïcisme. Et ça, Michel Foucault l'a admirablement développé dans ce texte que je recommande de lire, qui s'appelle « L'écriture de soi ». J'en ai fait un commentaire moi-même, donc prendre soin. Maintenant, juste parce qu'on a en commun de se soucier toujours de parler du présent et même de l'avenir, il y a 6 mois ou 1 an, une Hollandaise, une universitaire hollandaise m'a demandé
un article sur la déconnexion. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent on se déconnecte, il faut se déconnecter. Alors, c'est souvent des gens qui, il y a 10 ans ou 20 ans, disaient il faut absolument se connecter. Voilà. Tout comme je connais des gens qui, à l'époque, disaient moi, je n'ai pas besoin de smartphone ou de téléphone, tout ça, qui maintenant sont complètement accros à leur truc. Donc, voilà, ça, c'est l'étrange rapport aux artefacts. Mais si j'en parle là, on a fait un dialogue qui va être publié bientôt avec Gerald Moore, qui est un philosophe anglais, sur qu'est-ce que peut être une Mélété à l'époque de tout ça. Voilà. Je crois qu'on a en commun d'essayer de réfléchir à ces choses-là. C'est-à-dire que ces technologies, par exemple, ces évolutions, on ne les regarde pas ni positivement ni négativement, on les regarde d'abord parce qu'elles sont là, et on essaye d'y inventer, je sais pas, moi j'appellerais ça des disciplines, des règles, des façons de vivre qui soient vivables, voilà, habitables, comme tu disais. Là-dedans, pour moi, la question, c'est toujours l'incalculable. Je terminerai juste en ajoutant un mot, avec ce que dit Paul Claudel, que je cite beaucoup, que Ars Industrialis cite tout le temps, il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qu'il empêche de compter. Il n'y a pas de poème sans métrique, il n'y a pas de métrique sans calcul. Y compris quand on calcule sans savoir qu'on calcule. Voilà. Maintenant, il faut que ce calcul empêche de compter. Et ça, c'est ce que n'arrivent pas à comprendre les ingénieurs de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est très beau cette citation. Et peut-être ça va faire le joint, justement. Moi, je suis très sensible à ce que tu dis sur la discipline, au sens où on va parler, je pense, des psychopouvoirs, on va parler de ce monde numérique dans lequel on baigne et de l'incroyable économie addictive qui a été mise en place et comment peut-être y échapper. C'est vrai que moi, ce que j'essaie de dire à mon tout petit niveau, parce que c'est plus des intuitions qu'un travail de fond, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a à trouver un art de vivre avec la technologie aujourd'hui qu'on n'a absolument pas trouvé. On a pris la vague numérique sur la gueule, tous. On n'a pas du tout été éduqués ni formés à la recevoir. Ça a été là, pour le coup, extrêmement vite. Moi, à 25 ans, arrive Internet dans ma vie, arrivent les réseaux et arrive ce monde numérique. Et autour de moi, je pense que c'est pareil pour vous, je vois une masse extraordinaire de gens qui sont piégés dans des logiques addictives, qui n'arrivent pas à en sortir, qui n'arrivent pas du tout à gérer ni les mails, ni les SMS, ni les textos, ni le rapport aux jeux vidéo, ni rien de tout ça. Et tu te dis, voilà, il y aura une sorte d'épicurisme technologique à trouver, c'est-à-dire une capacité à distinguer les désirs vains, les désirs superflus, des désirs fondamentaux, à gérer cette économie de l'attention qui pareil, enfin tu le dis super bien, mais on est dans un monde de captation industrielle de l'attention. Comment on échappe à ça? Comment on échappe à ce tir incroyablement nourri de sollicitations qui nous arrivent? Donc effectivement, quand tu parles de discipline, c'est vraiment, oui, c'est certainement le mot. Moi, j'essaie de l'enjoliver en disant art de vivre ou épicurisme, mais c'est peut-être avant tout une discipline. Mais peut-être tu vas enchaîner sur... On va enchaîner, mais effectivement, moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, et c'est que la façon dont ça résonne là, presque instantanément, c'est qu'effectivement, vous êtes tous deux, à votre manière propre, des gens qui cherchaient vraiment à penser ce qui se passe en termes de science et de technique et d'impact sur nos vies aujourd'hui, enfin, sans naïveté, mais sans ni pessimisme ni optimisme. C'est vraiment une recherche de lucidité, et ce qui nous met très loin de commentaires philosophiques ou paraphilosophiques du type Petite Poussette, hein, qui sont un travail d'un autre ordre pour moi, qui ne s'attaque plus en fait à ce qui se passe réellement. Donc voilà, je voulais juste le signaler, parce que le fait que Foucault ait été mentionné, bien entendu, nous emmène naturellement vers un deuxième thème que partagez effectivement dans vos préoccupations, dans vos réflexions, qui est celui du contrôle sur l'esprit, du contrôle sur le corps, de l'hyper-contrôle, donc comme le dit Bernard Stiegler dans ses ouvrages. La société de surveillance est bien entendu un des enjeux, peut-être le plus spectaculaire, mais certainement pas l'unique, ni peut-être le plus puissant, mais c'est un des enjeux apparents des furtifs, bien entendu. Et c'est vrai que je crois que c'est Bernard Stiegler qui mentionnait dans un entretien il y a quelques mois qu'il n'est pas complètement, hélas, par hasard, que certains travaux de Foucault notamment et de la French Theory en général aient été récupérés par des théoriciens néolibéraux, parce qu'il y a effectivement, hélas, des angles sur cette société d'hypercontrôle où certains penseurs qui ne sont pas des penseurs néolibéraux fournissent la machinerie ou la mécanique en avance. Donc voilà, et comme vu l'importance que ça a dans vos œuvres, hein, je pensais que vous aimeriez échanger sur ce contrôle, sachant que c'est le contrôle donc, des esprits, mais des corps hein, également. Ouais, je veux bien ouvrir, parce que là, Bernard Stiegler, je pense à des choses fantastiques à dire.
dessus. Moi, en tout cas, il m'a énormément aidé dans le cheminement autour de ces enjeux. Moi, je vais juste faire l'ouverture, là, peut-être, ou la rampe d'accès, mais voilà, moi, je fais mon premier livre juste en sortant de l'ESSEC à 22 ans sur la société de contrôle, puisque La zone du dehors, mon premier bouquin, est une anticipation 2084 qui tente de faire ce qu'Orwell avait fait sur 1984, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer le futur ou l'avenir d'une société disciplinaire absolue, aboutie, totalitaire. Et moi, bon, après avoir lu Deleuze, je me dis non, mais c'est pas du tout le régime duquel on relève aujourd'hui, on relève du contrôle. Et j'ai tenté modestement dans mon bouquin de faire quelque chose qui permettrait de faire voir ce que serait la société de contrôle dans son aboutissement, avec tous les défauts, toutes les insuffisances du livre. Et puis j'ai cheminé longtemps là-dessus, les réseaux arrivent, le numérique, la société digitale émerge. Et moi j'étais aussi biberonné à Foucault, donc biberonné au concept de biopolitique, le fait que la discipline s'exerçait sur les corps, dans des milieux fermés. Alors Foucault t'explique bien, il dit voilà, c'est l'école, puis après t'es plus à l'école, mais t'es à l'usine, puis après t'es plus à l'usine, mais t'es en prison, ou tu dois te retrouver à l'hôpital, etc. Et tu passes de milieu fermé en milieu fermé, et ces milieux fermés se caractérisent par l'exercice d'une discipline sur des masses, et cette discipline s'exerce dans le temps, se passe par une répartition dans l'espace, par une coordination temps-espace, etc. Typiquement la chaîne ouvrière dans les usines. Bon, donc il explique très bien ça, et puis évidemment, moi j'avais le sentiment qu'on sortait de cette biopolitique, c'est que quand on arrive dans le régime digital, on se rend bien compte que personne, il n'y a pas de contremaître derrière nous pour nous dire vas-y clique ici, like tel ou tel message Facebook, inscris-toi sur Instagram, mets-toi sur Mythique, enfin tu vois, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de flingue sur la tempe, etc. Donc il y a quelque chose de très immanent qui monte et qui fait que par nous-mêmes on fait tout un ensemble de choix qui va nous piéger dans ces addictions. Donc j'étais à tourner autour de ça et j'arrive et je tombe sur ce terme de psychopouvoir que Bernard Stiegler fait émerger. Donc je sais pas à quelle époque tu travailles là-dessus, mais c'est déjà il y a 10 ans au moins. Ouais, début des années 2000, donc très en avance je trouve sur ce qui a émergé avec les GAFA et la société de traces dans laquelle on vit aujourd'hui. Et là, pour moi, ça fait partie des chocs. Voilà, ça fait partie des chocs qui t'aident à te construire, à avancer, de se dire, non, maintenant on est sur un type de pouvoir qui ne s'exerce pas simplement sur le corps, qui s'exerce par la psyché et sur la psyché. Voilà. Et ça, pour moi, c'est décisif pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et pour comprendre toutes les boucles addictives dans lesquelles on va être piégé. Mais voilà, j'ai fait ma rampe d'accès, je te laisse. Merci. En fait, tout à l'heure, j'essayais de dire comment j'en suis venu à vraiment lire Deleuze pour de bon. J'ai pas découvert à la fin des années 90, hein, j'ai commencé à lire Deleuze en prison, j'ai lu La logique du sens, un certain nombre de livres comme ça, et Différence et répétition, très très important, mais en même temps j'étais pas entré, en particulier j'étais pas entré dans l'anti-Oedipe et tout ça, à l'époque, voilà. J'ai eu un petit peu un rejet aussi quand même, parce que j'étais plutôt très freudien, bon, et je trouvais qu'il allait un peu vite quand même sur Freud, voilà. Tandis qu'à l'inverse, Différence et répétition, c'est un livre sur Freud extrêmement important. En tout cas, si je suis revenu à lire Deleuze, c'est à cause des sociétés de contrôle. Voilà. Fin des années 90, début des années 2000, j'ai relu ce texte que j'avais lu une première fois grâce à un de mes amis qui s'appelle Antoine Dulord, d'ailleurs, parce que c'est lui qui l'avait publié dans l'autre journal. Et c'était le post-scriptum de société de contrôle. Et là, je me dis, Deleuze a vu quelque chose que personne n'a vu avant lui. Ce qui est extrêmement important, ce qu'il appelle la modulation. Donc c'est ce que tu dis, pas de contremaître derrière, etc. Un truc qui marche tout seul, en fait. Voilà. Une espèce de servitude volontaire automatisée. Voilà. Après, donc moi j'ai beaucoup repris, j'en ai reparlé tout récemment dans Qu'appelle-t-on penser, pour essayer de montrer que les Deleuziens, ou ce qu'on appelle comme ça, souvent n'ont même pas vu que Deleuze avait modifié son point de vue. Deleuze et Guattari, et d'ailleurs Guattari avant Deleuze, puisque Guattari en 1989 est le premier à poser que dans les trois écologies, il dit il y a un truc qui ne va pas. Et donc on ne peut pas se contenter de dire il faut affirmer comme Nietzsche, etc. D'ailleurs Nietzsche n'a jamais seulement dit ça. J'ai essayé de rappeler aussi que Nietzsche il commence par dire c'est effrayant ce qui se prépare. C'est effrayant. Voilà. Et ce n'est que si on a été exposé à la question de l'effroi qu'on peut devenir à un moment donné affirmatif, mais d'une affirmativité qui craint le danger. Voilà. En tout cas, ce que j'essayais de faire en reprenant donc ces deux textes de Deleuze sur le contrôle et ensuite que j'ai découvert après le texte de Guattari sur les trois écologies, c'était d'introduire ce que finalement les autres Foucault,
Derrida, Lyotard et un certain nombre d'autres n'avaient pas forcément bien thématisé. C'est-à-dire la possibilité que quelque chose tourne complètement au-delà de l'aliénation dans ce qu'ils appellent le contrôle. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de penser, c'est à partir, en m'appuyant sur eux, ce qu'a rappelé Alain, c'est l'hyper-contrôle. Et enfin, c'est par le psychopouvoir, sachant que l'hyper-contrôle, c'est pas simplement le contrôle. Quand on lit les textes de Deleuze, de quoi parle-t-il? Il parle beaucoup de la télévision, de la télé-réalité, de ces dispositifs qui sont des dispositifs d'aliénation, mais sur un mode très modulé, sur ce qu'il appelle la modulation. Mais il n'a pas connu les plateformes, il n'a pas connu les réseaux, il a à peine connu le web. Voilà. Et Guattari, c'est pareil. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que la simple modulation telle que la décrivent Deleuze et Guattari. Ça va beaucoup plus loin, pourquoi? Parce que c'est une captation individuée des rétentions, ce que j'appelle les rétentions en reprenant le concept de Husserl. C'est-à-dire que voilà, quand on est sur Facebook, qu'est-ce que Facebook nous fait faire? Externaliser tout ce qu'on a dans la tête, en faire une trace que Facebook va pouvoir exploiter et nous vider la tête en réalité. Ça, c'était pas encore vraiment le cas de la société de contrôle. Oh ouais, non, mais j'aurais aimé que tu continues encore parce que c'est je peux rajouter un mot? Simplement, moi, comment j'ai utilisé ça, ça peut être intéressant aussi de voir comment ensuite on le met en fiction, on le traduit dans un univers imaginaire comme Les Furtifs, comme mon roman. Moi, je développe beaucoup cet aspect-là, c'est-à-dire que ce qui me fascine, c'est l'idée que les GAFA, que maintenant tout le monde connaît, mettent à disposition tout un ensemble d'outils, d'applis, de logiciels, de technologies que l'on va empoigner et qui vont nous permettre de maximiser notre auto-aliénation, d'accord? Et ça, je trouve que c'est effectivement vraiment neuf. Quand tu dis servitude volontaire automatisée, pour moi, c'est exactement ça. Alors moi, je fais un jeu de mots pourri dans mon livre, c'est le self-ser, puis plus loin vice, hein, c'est le self-service. On vient empoigner de nous-mêmes des choses qui vont maximiser l'auto-servage, l'auto-asservissement de soi. Et je trouve qu'en termes d'aérodynamique du pouvoir, c'est extraordinaire, et ça va beaucoup plus loin, effectivement, que Deleuze, que Deleuze est encore prisonnier, mais c'est normal, c'est l'époque, de systèmes, effectivement, de modulation qui viennent s'exercer sur les gens, mais c'est pas encore totalement immanent, c'est-à-dire que ça ne monte pas encore de nos pratiques à nous, individuelles, personnalisées, et qui vont formidablement, et là on revient à la notion de contrôle telle que William Burroughs l'avait posée, c'est-à-dire que quand Burroughs dit la drogue est la première de toutes les marchandises, parce que c'est celle qui permet ce bouclage addictif et qui permet de nous transformer en esclaves, comme ça circulairement, tu te dis, ça y est, on a retourné à des formes de drogue. Je sais que tu as travaillé avec des gens qui travaillaient sur les boucles dopaminergie, comment on appelle, dopaminergie, quoi. C'est-à-dire ces boucles de la récompense, etc. Moi, j'ai commencé à étudier récemment un peu, à regarder comment ils avaient utilisé les comportementalistes. Ça, tu l'as très bien montré aussi. C'est-à-dire que comment un comportementaliste comme Skinner, avec sa fameuse boîte où il met des souris qui sont rémunérées en bâtons de nourriture de façon aléatoire, selon le moment où elles appuient sur la manette, et que du coup la souris devient dingue et se met à être complètement addict au fait d'appuyer sur la manette, alors que précédemment, en lui donnant 10 bâtonnets à chaque fois, elle se régulait, s'autorégulait, parce qu'elle savait avec certitude combien elle allait avoir, et qu'en rendant aléatoire cette nourriture, on crée un système d'addiction extraordinaire qui ensuite est utilisé dans les machines à sous, puis maintenant qui est utilisé évidemment dans tous les jeux vidéo, et même dans la conception d'un fil Twitter, d'une page Facebook, avec des notifications qui pour certaines sont pourries, inintéressantes, certaines passionnantes, etc. Et cette espèce de variabilité aléatoire de la récompense fait qu'on n'arrive pas à sortir de la page et on y est scotché. Donc tout ce travail qui est extrêmement conscient de la part des GAFA, il y a des gens payés à ça, il y a des designers de la dépendance, tout ça fait partie effectivement d'un psychopouvoir voulu, délibéré, mais encore une fois, qui n'est pas imposé dans un cadre disciplinaire, qu'on va aller chercher nous-mêmes, comme si on utilisait simplement la pente naturelle de l'humain vers... et ça, j'aime beaucoup aussi quand tu parles de ça, de Saint-Antoine, en disant, voilà, ce que l'ordre de Saint-Antoine, c'est qu'il fait de l'homme un être de la tentation, et qu'on peut très bien aller chercher le plus beau de l'espèce humaine, le plus noble, le plus élevé, ou au contraire, accompagner cette pente naturelle vers les pulsions les plus fondamentales, et exploiter ça comme... Donc avec toutes ces théories du nudge, du coup de pouce, de la théorie de la charge mentale, la boîte de Skinner, enfin, il y a tout un ensemble de techniques comportementales qui sont dans l'espèce de neuromarketing utilisées pour effectivement nous maintenir dans cet état. Mais encore une fois, on a la liberté absolue de s'en sortir. Simplement, c'est fait d'une façon extrêmement souple, extrêmement insidieuse, extrêmement soft. C'est vraiment du soft power.
Et pourtant, Dieu sait si on arrive vraiment à se fourrer dans dans le piège, quoi. Je crois que sur ça, Alain Damasio, tu connais bien aussi, enfin, tu connais bien l'univers des jeux vidéo, et c'est un univers que Percival a également abordé. On voit effectivement à quel point ces questions montent à la surface en ce moment dans les préoccupations, notamment autour de tout ce qui est l'expérience utilisateur et sa vertu fondamentalement manipulatoire, hein, qui, pour le meilleur et pour le pire, comme tu le disais, qui peut flatter effectivement des choses assez belles finalement chez le joueur, mais qui peut aussi flatter des choses les plus innommables, hein, et tout ça de façon extrêmement insidieuse et extrêmement technique en fait. C'est ça qui... Alors, nous, je dis nous parfois, enfin assez souvent, parce qu'en fait je travaille pas tout seul. Voilà. J'aime bien, moi, c'est ce que disait aussi Alain, j'aime bien me retirer, j'ai même absolument besoin d'être retiré, parfois de me retirer très longtemps, mais en même temps je travaille jamais seul. Je veux dire par là que voilà, je m'engage dans des trucs avec des gens qui sont spécialistes de ceci, de cela, etc. Et on partage. Voilà. Je dis ça parce que par exemple le jeu vidéo, moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je connais pas. Je connais parce que j'ai un garçon de 13 ans qui fait sur Minecraft. Je connais parce que dans l'institut où je travaille, enfin, je suis retraité maintenant, mais je suis toujours le président, il y a aussi des gens qui connaissent très bien le jeu vidéo, qui jouent, qui sont aussi designers. Mais si je dis cela, c'est parce que je veux introduire le fait que nous essayons, dans ce groupe-là, dans ces groupes, parce qu'il y a plusieurs groupes comme ça avec lesquels je travaille, de développer, mais ça Alain le sait très bien, et le développe aussi, ce que nous appelons le point de vue pharmacologique. C'est-à-dire que nous pensons, c'est ce que vous disiez, c'est pas le problème d'être optimiste ou pessimiste, ça n'empêche que moi il m'arrive d'être très pessimiste et d'être très, très optimiste. Hein. J'ai des accès comme ça, d'espèces d'illusions, donc oui, mais finalement un miracle aura lieu peut-être bientôt. Et puis il y a des moments où je suis totalement accablé. Mais je suis mauvais quand je suis dans ces trucs-là. C'est quand je suis ni l'un ni l'autre que des trucs commencent à se produire. Et nous essayons, nous, collectivement, de mettre en place des expérimentations sociales sur toutes sortes de registres. Et si j'en parle, c'est parce qu'en ce moment, nous travaillons sur Minecraft, et nous essayons de faire avec Minecraft, en Seine-Saint-Denis, dans le cadre des JO, avec le rectorat de Créteil, de mettre en place, on était ce matin avec la ville de Saint-Denis d'ailleurs, de mettre en place un dispositif avec les collèges, les lycées, d'accompagnement des JO et surtout de tout le chantier urbain, parce que c'est un énorme chantier évidemment. Il n'y a pas que les JO d'ailleurs, il y a toute la reconversion du Carrefour Pleyel, il y a le Grand Paris Express. Enfin, c'est un territoire qui est en totale révolution urbaine, si je puis dire, dans la construction, dans la modification des quartiers. Nous essayons de faire en sorte que les habitants, à travers les jeunes, s'emparent de tout ça pour une raison très précise, qui est que si vous faites de l'architecture aujourd'hui, vous devez utiliser ce qu'on appelle le Building Information Modeling ou des machins comme ça, et vous retrouvez sur quoi? Sur une espèce de jeu vidéo. Ça ressemble à un jeu vidéo, voilà. Pas un jeu vidéo. Mais par contre, c'est ce que j'appelle moi une technologie de grammatisation, qui est la même que celle des jeux vidéo. Il y a grammatisation voulant dire, voilà, découper en nombre, en fait, des réalités de lumière, de volume, de perspective et tout ça. Les jeux vidéo travaillent qu'avec ça, en fait. Et nous essayons de renverser cette logique. Tout à l'heure, Alain disait, on n'a jamais été éduqué à ça, c'est vrai, mais pourquoi ça durerait? Ça pourrait changer. Ça peut tout à fait changer. Et donc on a réussi, on a mis longtemps d'ailleurs, mais on a réussi à convaincre le rectorat de dire, utilisons ça, non pas dans le sens, on va faire des classes inversées ou je sais pas quoi, enfin des trucs habituels de la technologie va remplacer les profs, hein, parce que c'est un peu ça, mais pour dire, non, les profs vont se mettre à étudier un petit peu Minecraft, ça veut pas dire qu'on leur demande forcément de jouer avec Minecraft, mais d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, en relation avec les techniques de construction nouvelles, et comment on essaye d'inventer un devenir urbain avec des habitants qui habitent, en utilisant toutes ces choses-là. Et ça, je pense que ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Ouais, non, puis c'est très intéressant. Moi, il se trouve que j'ai monté dans les choses que j'ai faites, j'ai monté un studio de jeux vidéo. Enfin, on a monté à 5. Moi, j'étais un des 5 cofondateurs. Ce studio existe toujours. Il s'appelle Dontnod. Donc, j'ai expérimenté pendant 3 ans ce que c'est que construire un jeu. Donc, on était 80. Moi, je faisais la direction narrative. Donc, j'ai pu apprendre parce que j'étais pas un gamer et je suis toujours pas un gamer. Je joue un tout petit peu, mais pas du tout à l'intensité d'un vrai gamer. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'en bossant justement avec des game designers, j'ai compris que les mécaniques de jeu dans le médium, parce qu'un jeu vidéo c'est d'abord des mécaniques de jeu, c'est un gameplay, et le message, ou en tout cas ce qu'on appelle la rhétorique procédurale du jeu vidéo vient du gameplay, c'est le gameplay qui transmet
en réalité à la fois une idéologie, des pratiques, des comportements, un type d'immersion, et que c'est ultra important de comprendre ce que véhicule un gameplay et ce qu'il va construire. Et c'est vrai que prendre Minecraft, je pense que c'est une excellente idée, au sens où c'est vraiment le jeu sandbox, hein, comme on dit, jeu bac à sable, qui permet aux gens de construire, de constituer par eux-mêmes des choses, quoi, voilà. Donc, ce fait de pouvoir empoigner le logiciel pour construire et élaborer, plutôt que de subir vraiment des schèmes stimuli-réaction, c'est le propre des jeux d'aventure, hein, vous avez constamment des événements, et vous, joueurs, vous réagissez avec la manette, avec les types de gameplay qu'on a mis à votre disposition, mais en gros, vous êtes dans un tunnel stimuli-réaction, c'est ça le problème même de beaucoup de jeux vidéo. Alors que Minecraft, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça sort de toi, et c'est toi qui construis, donc je pense que c'est vraiment une utilisation intelligente, effectivement, du jeu et de ce qu'il permet, quoi. Alors comme le temps passe, je vais peut-être, on avait prévu 4 thèmes, mais en sachant que voilà que ça serait sûr qu'on manquerait pas comme ça de thèmes, on va peut-être passer très très vite sur le troisième, hein, parce qu'on approche déjà de 18h. Le troisième, c'était en fait un point qui vous caractérise, qui apparaît dans la façon dont vous mentionnez les grammaires narratives, ou de façon qu'il y a un travail qui vous préoccupe aussi bien en philosophie qu'en narration proprement dite, c'est vraiment l'importance de la langue, des mots. Alors je sais que Alain a très tôt tiré une partie de son travail justement dans une prose intensément poétique et une expérimentation poétique notamment qui s'enracine vraiment dans l'importance du langage. Et je sais également que Bernard Stiegler a été tôt exposé, c'est une des choses que tu jugeais marquantes, je crois, au cours de linguistique générale de Saussure, par exemple. Et donc j'ai l'impression que c'est pas si fréquent, en fait, dans la science-fiction, dans l'écriture qu'on appelle écriture de science-fiction, qui est une étiquette, hein, et puis en philosophie, d'attacher une importance aussi primordiale à cette question de la langue, des mots, du choix de ces mots, et de la façon dont on les organise entre eux. Là, je dois dire que, en fait, moi, au départ, je ne me destinais pas à faire de la philosophie, j'avais envie d'être écrivain. C'est vrai. Moi, je voulais être philosophe, et bon, j'ai mal tourné, je suis devenu écrivain. Ouais. Et j'ai commencé à écrire un livre, et il était nul. Et comme je ne suis pas totalement idiot, je m'en suis aperçu. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'étudier les raisons pour lesquelles j'ai écrit un livre qui est nul. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais faire de la poétique. C'était l'époque à ce moment-là de Gérard Genette, de tout ça. J'avais étudié le cours de linguistique générale qui m'avait fasciné avant d'aller en prison. Ça, j'étais très jeune, j'avais 15 ans. Et grâce au Parti communiste, parce qu'à cette époque-là, le Parti communiste avait une revue, j'étais membre du Parti communiste quand j'étais jeune. Et il y avait une revue qui s'appelait La Nouvelle Critique, où il faisait des recensions, donc Saussure, Lévi-Strauss, Lacan, Derrida, tout ça. J'ai découvert tout ça là-dedans, en fait. Voilà. C'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Alors, j'ai commencé, je voulais écrire, voilà, je lisais beaucoup, et puis je me suis aperçu que je n'étais pas écrivain. Parce que pour écrire des choses, il faut avoir des trucs à dire, en fait, quand même. Même si on ne se rend pas bien, on ne sait pas ce qu'on a à dire, mais on a quand même quelque chose à dire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui, bon, en tout cas, moi, je n'avais pas, ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis mis à étudier, effectivement, j'ai repris des études de linguistique et de poétique, et puis finalement, ça m'a ramené vers la philo, parce que je suis tombé sur Derrida, qui m'a envoyé vers Heidegger, vers Platon, etc. Voilà. Maintenant, la question de la langue, oui, effectivement, pour moi, c'est extrêmement important. D'abord, c'est très important parce que l'appareil psychique se construit dans le langage, hein, de toute façon. Et ça, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très très grave. Sur le même territoire dont je parlais à l'instant, en Seine-Saint-Denis, on travaille avec des enfants, des tout petits enfants, qui ont été exposés au smartphone très 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 petits. Et à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ils ne parlent pas. En fait, ils n'ont pas d'accès au langage. Et c'est extrêmement grave. Ils sont catégorisés autistes. Je tiens à dire que je suis convaincu, moi, aujourd'hui, que c'est une épidémie mondiale et qu'il y a des gens dans la salle ici qui ont des enfants qui sont dans le même cas et qu'il faut s'en préoccuper absolument. Parce qu'il y a une irresponsabilité totale des pouvoirs publics de ne pas prévenir les gens. C'est extrêmement dangereux de donner un smartphone à un bébé. Voilà. Parce que c'est comme du crack. Ça lui fait le même effet que du crack, il en devient ultra dépendant, et après il pique des crises terribles si on ne lui donne pas, et donc les gens donnent parce qu'ils ne savent pas comment faire, et puis à la fin, c'est la catastrophe, c'est ce qu'on appelle l'autisme. En fait, c'est pas de l'autisme, mais bon. Nous essayons, on a créé une clinique contributive avec des parents pour essayer de soigner ça. Alors, si je dis cela, c'est parce que derrière tout cela, pour nous, la question, c'est l'entropie.
J'ai lu un texte que je suis sûr qu'Alain a lu et que certainement beaucoup de gens dans la salle ont lu, qui est un article qui a été publié par Frédéric Kaplan en 2012 dans Le Monde diplomatique, qui s'appelait Quand les mots valent de l'or. Et le sous-titre c'était Le capitalisme linguistique, et où Kaplan montrait comment Google exploite le langage. Et il montrait comment cette exploitation conduit inéluctablement à une perte de capacité linguistique de la part des êtres vivants. Il montrait que c'était un paradoxe, une contradiction et même une aporie pour Google. Pourquoi? Parce qu'il y a une réduction inéluctable de la variabilité linguistique. Or, ce que dit Saussure, c'est que la variabilité linguistique, c'est ça la condition de l'évolution. C'est comme la biodiversité. C'est la condition de l'évolution du vivant, la biodiversité. Ben, moi, j'appelle ça la no-diversité du langage, et on est en train de la détruire. Donc là, il y a quelque chose de fondamental, et depuis ça, on est reparti avec la question de l'entropie, qu'on a un petit peu généralisée, sachant que le calcul qui rend tout calculable rend tout anthropique, tandis que le calcul de Paul Claudel qui ouvre l'incalculable produit ce qu'on appelle la négantropie, ce que tout à l'heure Alain appelait de la bifurcation. Ouais, je suis absolument évidemment d'accord avec ça, et je trouve que c'est ultra important que tu le rappelles. Bah donc du coup, moi évidemment, en tant qu'écrivain, c'est des choses dont on a hautement conscience. Moi, pour ceux qui me lisent, vous savez que je suis un producteur assez frénétique de néologismes. On me le reproche parfois, c'est-à-dire que j'invente beaucoup de mots pour qualifier ce qui va se passer dans le futur, pour donner de la crédibilité aux univers, parce que je considère qu'un univers inventé a besoin de son vocabulaire, de sa culture, sinon il n'est pas crédible. Voilà. Aujourd'hui, on a des mots, je dis n'importe quoi, comme Wi-Fi par exemple. Bon, ben, si tu n'as pas un mot pour qualifier ce type d'onde et de connexion, tu peux pas bâtir un univers. Donc je travaille beaucoup à donner une crédibilité maximale à ça. Et cette crédibilité, elle vient pas simplement d'un travail étymologique ou de mots valises, elle vient aussi de la capacité qu'a le son lui-même, les phonèmes eux-mêmes, à porter la sensation de ce que tu veux faire sentir. Pour donner un exemple très con, quand je bâtis ce terme que j'utilise beaucoup, qui s'appelle le technococon, voilà, de dire on est dans une sorte de chrysalide comme ça, de fibres optiques multicouches dans lequel on est choyé, casolé, on se construit, on se subjective même à travers ce technococon. Il est évident que l'accumulation pour moi, après c'est des sensations d'écrivain, mais le double O du haut cocon et le on final qui est très en fond de gorge, qui est nasalisé, c'est un O nasalisé, le on en phonème, le triple martelage du O au on crée un effet de fermeture tout à fait clair, tout à fait net, que je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de phonétique peut ressentir. Voilà, vous êtes dans le techno-cocon, vous voyez? Et ça recule en fond de gorge, ça ferme. Et du coup, ça va véhiculer, à mon sens, la sensation de façon très forte. Donc, moi, il y a un aspect très important. Je considère qu'en tant qu'écrivain, je dois participer à la biodiversité du langage, c'est-à-dire que je dois accroître ce que le langage peut être. Donc, le néologisme en fait partie, mais je dirais que c'est juste un petit élément. Mais après, ce qui en fait hautement partie, c'est évidemment le travail poétique. Et il y a cette ambition qui est fondamentale pour moi, que Deleuze avait magnifiquement exprimée en disant, voilà, tout grand écrivain est quelqu'un qui essaie de creuser une langue étrangère dans sa langue. Voilà, creuser une langue étrangère dans le français. Alors c'est ce que j'essaye désespérément, modestement de faire dans Les Furtifs, où je creuse vraiment une langue particulière, pour ceux qui l'ont lu, des Hybrides et des Furtifs, et de Tishka en particulier, qui va travailler l'intérieur par des systèmes de permutation de consonnes, de métal. On sent monter une langue qui effectivement est à la bordure, est à la lisière du français, et qui pour moi du coup accroît considérablement ce que la langue française peut produire. Moi mes idoles c'est Mallarmé, c'est Novarina, Valère Novarina, que je vous conseille absolument de lire, auteur de théâtre, qui a été extrêmement loin à la fois dans la variabilité de la syntaxe, mais aussi dans la variabilité vraiment des compositions grammaticales de phrases, la variabilité néologique absolument délirant. Et bien ces gens-là, ils accroissent ce que le langage peut faire, peut être, et du coup ils ouvrent des dimensions aussi dans vos crânes, dans vos corps qui sont démentes, parce que la littérature, sa force, c'est qu'elle amène aussi énormément d'affect, elle amène énormément d'émotions, de sensations, de sensorialité, que n'amène pas forcément un texte de philosophie très, très rationnel. C'est-à-dire qu'on véhicule beaucoup de choses, on véhicule des modes d'attention, des manières de sentir, des manières de voir, des manières d'écouter, on véhicule de l'émotion brute, grâce à l'identification au personnage, et puis on véhicule aussi des concepts parfois, et on peut jouer autour de ça, quoi. Donc, pour moi, le travail sur la langue, il est absolument vital, et pour moi, il empuissante les gens. Voilà, j'espère que les gens qui lisent mes bouquins, quand ils ferment le bouquin, ils ont l'impression d'être un tout petit peu plus évastés, agrandis, approfondis, je sais pas, élargis, mais en tout cas que le volume intérieur de ce qu'ils peuvent éprouver des langages a été un tout petit peu
voilà, dilaté. Et ça, c'est vraiment... donc je comprends pas, moi par exemple, j'ai une espèce d'incompréhension totale sur des littératures qui se contentent d'utiliser un langage extrêmement commun, banal, qui veulent surtout pas utiliser un mot que les gens ne comprendraient pas, qui cherchent le plus petit dénominateur commun, des mots que les gens peuvent saisir, et qui syntaxiquement font des sujets-verbes compléments à longueur Je trouve que c'est morbide, c'est mortifère, et c'est horrible, quoi, tu vois, voilà, ça c'est vraiment... ça, pour moi, c'est l'horreur totale, quoi, voilà. Donc on a, ouais, moi, pour moi, on a vraiment une responsabilité là-dessus, sinon à quoi bon écrire, quoi, tu vois, si c'est pour véhiculer juste du sens. Et là-dedans, juste pour finir là-dessus, parce que je peux parler des heures là-dessus, vous imaginez, c'est le cœur de ce que j'essaye de faire. Moi, j'adore faire une analogie entre la peinture et l'écriture. C'est-à-dire, si tu regardes la peinture, il y a deux choses très simples, c'est le trait et c'est la couleur. Et le trait implique un mouvement et la couleur va véhiculer une sensation brute. Et en écriture, c'est un peu pareil. Je fais du très schématique, mais ça permet de faire sentir. Pour moi, le trait en littérature, en écriture, c'est la syntaxe. La syntaxe, c'est profondément, je sais pas, nodal, crucial, vital. C'est-à-dire que la syntaxe va imprimer le mouvement de la sensation, elle va imprimer le mouvement du concept quand vous écrivez. Donc, la phrase, c'est vraiment une hydrodynamique. C'est-à-dire que vous faites couler quelque chose. Et vous le faites couler avec des vasques, avec des cascades, ou vous le faites couler très lentement, de façon oscillante, ou vous le faites tourner en rond, tourbillonner dans un vortex, mais vous générez un écoulement. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que moi je dis aussi mes textes, etc., parce que je veux faire sentir oralement ce qu'est cet écoulement, ce qu'est ce mouvement. Donc le trait, c'est la syntaxe, c'est le mouvement. Et puis l'autre côté, un aspect qu'on ne voit pas assez pour moi, c'est ce que j'appelle les couleurs de son, les phonèmes. Donc il y a 16 voyelles en français, il y a 18 consonnes. Le OU est une voyelle, le ON est une voyelle, le AN est une voyelle, le E est une voyelle, et chacune porte pour moi une couleur spécifique. Alors c'est ma perception de ces couleurs, évidemment un autre écrivain aurait une autre perception, mais je trouve qu'il faut être hyper conscient de ce que peut porter chacun des phonèmes. Un I est une structure déchirante qui monte très haut en fréquence, qui va avoir une effet de clou sonore très précis, alors qu'un OU est pour moi en tout cas un phonème extrêmement doux, en arrière de gorge, très utilisé dans les mots enfantins comme doudou, nounou, nounours, toutes ces choses-là, et c'est pas un hasard. Et quand tu as conscience de toutes ces couleurs, tu peux écrire, je trouve, avec plus de finesse et véhiculer beaucoup de sensorialité dans ce que tu fais. Donc voilà, c'est à l'inverse d'une écriture pour moi pauvre et purement sémantique. Bon, j'arrête, sinon je vais vous saouler 15 ans. Voilà, donc, pour finir, justement, je voulais qu'on conclue avec deux mots qui sont deux mots que Mathilde Giraud de Ground Control avait fort habilement choisi pour caractériser en fait cette rencontre, qui sont révolution et bifurcation. Alors pourquoi ces deux mots? Parce que une des choses frappantes dans vos travaux, c'est que vous avez tous les deux une compréhension profonde et intime de Marx et de Nietzsche, hein, et de la synthèse deleuzienne, enfin, si j'ose l'appeler comme ça. Et en revanche, vous n'êtes pas sur un terrain de la révolution, qui est quelque chose qui est soit caduque, soit passé, en tout cas qui n'est plus pertinent. Vous êtes en revanche, vous êtes tous deux, me semble-t-il, dans la vision ou dans l'élucidation d'une nécessité d'un changement radical, d'un tournant radical pour sortir de l'anthropocène et de ses aspects les plus mortifères, en effet. Vous avez, me semble-t-il, en revanche, une divergence ou une position distincte sur ce qui est de la place de la violence, en fait, dans cette bifurcation. Donc voilà, je pense que vous aviez envie éventuellement de vous exprimer sur ce sujet, c'est-à-dire trouver de nouvelles armes, oui, mais à quel degré d'intensité et de violence ces armes? Oui, ce sont des sujets très difficiles, ça. Très très difficiles, sur lesquels parfois je suis un peu hésitant. J'ai pas un avis sur tout bien arrêté, loin de là, malheureusement, ou heureusement. Et avant d'essayer de prendre acte de la question et d'essayer d'y répondre, je voudrais reprendre quelque chose que disait Alain Damasio tout à l'heure et qu'il vient de redire en fait différemment. Parce qu'Alain, tu disais, je comprends pas tout, mais quand je comprends pas tout, l'imagination, voilà. En fait, moi j'essaye toujours, plus maintenant, parce que maintenant je suis retraité, j'enseigne toujours mais en Chine, mais en France je n'enseigne plus, mais quand j'enseignais, j'essayais toujours d'apprendre à mes étudiants que l'important c'est pas de tout comprendre. Parce que quand on comprend tout, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Quand on comprend tout, c'est que c'est de la com, ça s'appelle de la com, c'est-à-dire de la merde. Et donc, alors aujourd'hui on vous dit, il faut que
les lecteurs puissent tout comprendre. Moi, j'ai refusé parfois de faire des articles dans les journaux, on m'a demandé un papier, j'ai fait le papier, le rédacteur chef m'a appelé en me disant « faut supprimer ça, j'enlève l'article parce que ça n'a pas de sens ». C'est justement ce que les gens ne peuvent pas comprendre qui est important. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il leur donner à comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse leur compréhension. Ce qui dépasse l'entendement, c'est ce qu'on appelle ce qui dépasse l'entendement, parce que en allemand, entendement, ça se dit compréhension, Verstand. Et la compréhension, bon, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Ce qui est important, moi j'appelle ça la surpréhension. Il faut que quelque chose soit surpréhensif. Donc ça va au-delà de ce que je peux prendre. Je suis pris par la chose. C'est pas moi qui la prends, c'est la chose qui me prend. Voilà. Alors, ayant dit cela quant à la révolution, ce terme de révolution, il est très très connoté quand même. Enfin, il doit être très connoté, il est très daté, je veux dire. Voilà. Ça commence. Quand est-ce qu'on commence à parler de révolution? En Angleterre. Et Voltaire commençait à en parler, c'est-à-dire, ouais, les Anglais ont créé une révolution parlementaire, ils ont renversé une monarchie, voilà. Ils ont imposé un parlement à la monarchie, etc. Derrière ça, les Lumières vont reprendre. Alors, par ailleurs, il y a quelque chose qui se prépare, qu'on appelle la révolution industrielle, mais qui n'est pas encore à travers les Lumières, et à travers une évolution qui commence avec Descartes en réalité, puis Leibniz, voilà, qui va faire que petit à petit, le calcul va devenir très très important. Et il va donc y avoir conjointement un discours sur la révolution des Lumières qui vient notamment de Voltaire, mais aussi d'autres. Il va y avoir la Révolution française et la Révolution industrielle qui se produisent quasiment en même temps. La Révolution industrielle se produisant en Angleterre, tandis que la Révolution française se produit donc en France. Et puis tout ça va finalement construire ce qu'on appelle le siècle des révolutions, c'est-à-dire le 19e siècle, le siècle de Victor Hugo, de Flaubert, etc., et de beaucoup d'autres, de Rimbaud, parce que Rimbaud c'est un fils de la Révolution, comme Baudelaire, voilà, de ces révolutions qui sont... Alors, chez Baudelaire, ça peut être une espèce de grande méfiance vis-à-vis des discours révolutionnaires, en plus c'est très complexe, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est le 19e siècle, le siècle des révolutions, qui va produire au 20e siècle un discours sur la révolution, notamment la révolution d'octobre, la révolution maoïste, etc., etc. Et puis finalement, qui va enterrer la pensée. Quand je dis ça, il faut bien me faire comprendre, je ne veux pas du tout rejeter du tout les discours des révolutionnaires. Mais je pense que ce qu'on appelle le discours révolutionnaire aujourd'hui, c'est un discours qui est devenu totalement stérile, qui s'enferme dans une espèce de fantasmatique du XXe siècle, en fait, qui refuse de regarder le XXIe siècle. Et au XXIe siècle, la question, c'est pas tellement de faire la révolution, c'est justement de produire une bifurcation. Et là, Heidegger est très important. Heidegger, contre lequel il y a une campagne en ce moment pour dire il était nazi. Oui, il était nazi. Il était antisémite. Oui, il était antisémite. Mais il faut l'étudier justement à cause de ça, parce qu'il faut comprendre comment c'est possible. Et donc, parce que par ailleurs, c'est un très grand philosophe, et voilà, on ne peut pas réduire Heidegger à ce genre de choses. En tout cas, Heidegger, c'est le premier qui a posé ces problèmes. En 1949, il a commencé à poser le problème de ce qu'il appelait le Gestell. Il anticipait ce qu'on est en train de vivre en ce moment, à travers la cybernétique. Voilà. Il ne l'avait pas encore vu que c'était la cybernétique, parce que le mot n'existait pas encore pour lui à ce moment-là. Mais 3 ans après, il a déjà identifié l'enjeu de la cybernétique. Il a vu, avant tout le monde, ce qui se passait. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette question de la révolution, il faut la reprendre sur des bases un peu nouvelles, sans effacer du tout le discours ni des révolutionnaires de 89, ni des révolutionnaires marxistes, disons du discours de Marx, voilà, de la révolution communiste. Il ne s'agit absolument pas d'oublier, d'effacer, comme on voudrait éliminer Heidegger, on va éliminer Marx, Freud. Non, il ne faut pas du tout éliminer. Par contre, il faut recommencer à penser dans un contexte qui est tout à fait nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce contexte nouveau? C'est l'Anthropocène. Aucun de ces personnages, à part Heidegger justement, n'a vu ce problème. Et ça nous impose une responsabilité colossale, voilà, de répondre. Alors là, je vais le dire à Greta Thunberg. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui pose une question, dans un style tout à fait impressionnant. Moi, je l'appelle l'Antigone du XXIe siècle. C'est une espèce d'Antigone. Elle ne s'adresse pas à Créon, elle s'adresse à tous les responsables. Elle leur dit, vous êtes des irresponsables. Vous ne prenez pas vos responsabilités, vous ne faites pas votre métier. Et Antigone disait la même chose
à l'époque de Sophocle, au 5e siècle, en disant à Créon, mais tu te comportes vraiment comme un... T'es pas un adulte. Voilà. Et moi, je vais porter la tradition que tu n'es même plus capable de porter. Donc je pense qu'on est là aujourd'hui confronté à quelque chose d'absolument nouveau, et que dans ce contexte-là, il ne s'agit pas de dire que la révolution n'est plus une question, mais il s'agit de reprendre absolument toutes ces questions sur des bases différentes et en y intégrant précisément la question de l'entropie. Parce que tous ces révolutionnaires ignorent absolument cette question, et en ignorant cette question, ils ignorent aussi que la technique pose des problèmes de pharmacologie. Voilà. Et donc, pour Marx, il n'y a pas de pharmacologie. Même pour Simondon, il n'y a pas de pharmacologie. Simondon, qui est un auteur que je lis énormément, mais il n'y a pas de pharmacologie, c'est Simondon. Nous avons à poser ce problème, voilà, que Derrida a un peu entrouvert, voilà, et Heidegger aussi, parce que quand il cite Hölderlin, voilà, le fameux vers, là où le danger croit aussi ce qui sauve, c'est tout est un pharmacone. Voilà. Donc on doit revenir sur ces questions. Et peut-être en revenant à une nouvelle conception de la révolution, mais je pense qu'il faut se dispenser d'utiliser un mot valise tout fait, qui est un cliché maintenant. Voilà. Ouais, complètement d'accord. On va laisser quelques questions, juste pour insister sur ce que tu dis. Moi, je suis complètement d'accord. C'est quand tu regardes ce concept de révolution, qui est vraiment un totem, en fait, c'était la façon de réagir à une société de souveraineté, à une monarchie. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une monarchie, c'est beaucoup plus complexe. On est dans un capitalisme cognitif, affectif, extrêmement particulier, qui active une économie de désir à l'intérieur de chacun de nous. Donc tu vas pas d'un coup, comme ça, retourner le capitalisme comme un gant et dire ça y est, c'est bon, j'ai fait la révolution. Parce que ça impliquerait que toutes tes fibres, tu les retournes, tu les coupes, tu les inverses. On est traversé par ce capitalisme, on est dans ces taux du capitalisme. Donc ça paraît totalement aberrant d'imaginer une espèce de retournement extérieur comme on a pu le faire en coupant la tête d'un roi. Vous êtes en monarchie, vous coupez la tête d'un roi, oui, là il se produit quelque chose, puisque de façon pyramidale, il structure la totalité de la société. C'est absolument pas le cas aujourd'hui, donc le terme est effectivement pour moi absolument plus adapté. J'aime beaucoup le terme de bifurcation, je trouve qu'il ouvre vers des alternatives possibles, des constructions possibles. Moi, dans les choses que j'admire beaucoup chez Bernard Stiegler, bien sûr il y a sa pensée, bien sûr il y a tout ce qu'il a produit. Je vous rappelle qu'il fait 30 livres quand j'en fais 3, moi. Il fait 30 livres en 30 ans, moi j'en fais 3. Bon, donc c'est impressionnant déjà dans la puissance et dans l'énergie de création conceptuelle, mais surtout, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'il fait aussi, c'est tout ce qu'il fait concrètement. C'est-à-dire que les bifurcations, à ton niveau avec Ars Industrialis et tout ce que tu produis énormément de choses, tu fabriques énormément de choses, tu mets en place énormément de cadres qui permettent aux choses d'évoluer, à mon sens, dans le bon sens. Ce que tu racontes sur la permanence maternelle et infantile, la PMI, où moi je ne savais pas avant de le lire, hein, que voilà, quand même des mères qui font téter leur bébé, mettent le smartphone pour que le bébé arrête de crier, quoi, et leur bousille le cerveau, tu vois. Et ben, éduquer ces mères-là à sortir de ça, c'est quand même complètement essentiel. Et là, on est déjà dans une bifurcation. Mais tu as fait, je sais pas, 10, 20, 30 projets, je sais pas comment tu les gères d'ailleurs, c'est hallucinant. Ok, il y a une équipe et tout derrière, mais qui permettent déjà de mettre en place un autre type de société. C'est pareil, le Memorandum of Understanding, tu aurais pu en parler, etc. Mais tout ce que tu fais à la plaine commune Saint-Denis, etc. Bon, il y a un boulot colossal, je vous conseille d'aller voir un peu ce que fait Bernard Stiegler, parce que c'est, pour le coup, c'est de la révolution concrète, ou en tout cas c'est de la bifurcation concrète, et qui passe par tous les aspects. Ça peut être de l'atelier, ça peut être de l'éducation populaire presque, ça peut être une approche institutionnelle très high level, ça peut être une approche intellectuelle, c'est des approches internationales aussi. Tu travailles avec beaucoup de gens, que ce soit en Chine, en Afrique, etc. Donc bon, c'est assez impressionnant, mais je trouve que ça donne un peu la direction de ce qu'on peut faire en dehors de cette espèce effectivement de posture révolutionnaire dans lequel moi j'ai été longtemps, hein, jusqu'à au moins 30-35 ans, et sur lequel la zone du dehors même est construite. Et il a fallu longtemps pour que je sorte de cette espèce de fatigue de la pensée, parce que la révolution telle qu'elle est conçue comme ça, c'est une fatigue. C'est-à-dire que tu n'as pas compris dans quel monde tu vis, et que c'est absolument pas le concept adéquat pour penser aujourd'hui. Voilà. Alors, il nous reste 6 minutes en tout et pour tout, donc les questions du public parce qu'après Alain Damasio, qui ne doit pas nous quitter pour être à 19h dans un autre endroit, va devoir aller très très vite en vélo, ce qui serait imprudent. Donc voilà, on va prendre 1 ou 2 questions du public maximum, à condition que ce soit des questions brèves et claires, et les réponses le seront évidemment. Réponse en 3 mots, tu sais. Ah, peut-être devant, tu peux le...
Juste une toute petite question. On a le sentiment qu'en fait, on avait trois espèces avant, trois grandes méta-espèces. Le champignon. Vous pouvez parler plus près du micro. Ouais. On avait le sentiment qu'on avait trois grandes méta-espèces avant, le viral, le champignon et puis grosso modo l'animal dont on fait partie. On a l'impression qu'il y a une quatrième espèce qui surgit en fait. Et je trouve que c'est une... Est-ce qu'on peut retenir ça comme clé? Cette quatrième espèce étant en fait le système machine qui bouffe l'énergie, qui bouffe les ressources et qui nous pousse progressivement dehors en fait du réel. Est-ce que c'est un axe qui pourrait être creusé? Il y a une dimension énergivore absolue, puisqu'on est, ne serait-ce qu'Internet, je crois qu'on est quasiment à 15-20% de l'énergie mondiale consommée juste pour alimenter ce réseau. Donc tu peux voir ça effectivement métaphoriquement comme un monstre, quoi, en tout cas comme une espèce d'animal qui se déploie et qu'on nourrit en permanence. Après, je sais pas, moi j'ai envie de te dire, c'est l'inverse, au sens où il y a une chose que tu dis, que Bernard dit qui est géniale, c'est qu'il dit la seule chose qu'on connaisse aujourd'hui qui limite l'entropie ou qui conjure l'entropie, c'est le vivant. Voilà. C'est les êtres vivants. C'est le seul organisme capable de conjurer l'entropie. Alors que si tu fais de la machine un monstre ou un animal ou une espèce vivante, t'es un peu à l'inverse parce que c'est justement un générateur colossal d'entropie, tu vois, et qui n'arrive pas à conjurer son entropie. Je veux dire, le technocène, en tout cas, moi ce que j'appelle le technococon et son expansion indéfinie, tu vois, quand l'auteur dit qu'il dit la maison de LED disparaît sous l'échafaudage, tellement la couche technique devient dense, devient intense, devient un manteau qui nous coupe de tout, de la nature, du cosmos, des autres, de soi-même, même parce que ça nous clive intérieurement. Puisque c'est générateur d'entropie, pour moi, c'est pas vivant, ça appartient pas au vivant. Justement, le vivant, c'est ce qui conjure l'entropie. Ouais. En fait, c'est dommage qu'Alain doive partir, mais on continuera, on va trouver une autre occasion. Je vous signale, je fais un peu de publicité, mais c'est aussi une manière de t'inviter. Le 18 et le 17 et le 18 décembre, on va organiser une grande rencontre au Centre Pompidou où on va parler de toutes ces questions. Donc je ne sais pas si tu seras par là, mais si c'est le cas... Ouais, je peux essayer de... de squatter. Et on va essayer de répondre à votre question. Parce que, bon, moi ce que je soutiens, c'est depuis 7-8 ans, même pas, 5-6 ans, c'est que Alfred Lotka, qui est un biologiste américain, a posé une question tout à fait fondamentale, qui n'a pas été prise en compte jusqu'à maintenant vraiment, et qui en fait est une façon de dire un petit peu différemment ce que vous disiez. Mais là, ce n'est pas la machine qui serait une nouvelle espèce, c'est l'homme qui est un être qui est dans une espèce de relation au vivant qui passe par du non-vivant. Cette maison, ce micro, etc., etc. Le langage aussi, qui sont des artefacts. Tout ça, ce sont des artefacts. Et donc, il montre que tout ça pose de très très gros problèmes. C'est apparu il y a 3 millions d'années. Alors nous, ça nous paraît long, 3 millions d'années, mais évidemment, à l'échelle des 3 milliards et demi d'années de l'histoire du vivant, c'est presque rien. Et c'est maintenant dont on s'aperçoit, c'est maintenant qu'on est en train de s'apercevoir des conséquences qui avaient déjà un petit peu été anticipées par quelqu'un que d'ailleurs Lotka lisait beaucoup, qu'il connaissait personnellement, qui était Vladimir Vernadsky, qui est le premier à avoir parlé de technosphère, voilà, en disant que la biosphère, qui est apparue il y a 3 milliards 500 millions d'années, se transformait en technosphère avec ce qu'il appelle l'évolution exosomatique, c'est-à-dire l'évolution qui ne se produit pas dans le corps, mais autour des corps. Je disais, il faut laisser partir Alain, donc je ne vais pas le retenir, mais ce que je voudrais, je fais une proposition en fait, c'est que la prochaine fois on discute des corps collectifs, parce que vous avez posé la question du corps, finalement, Alain en a parlé, moi j'en ai pas parlé, mais la question du corps, c'est la question du faire corps aujourd'hui. Et à travers quoi est-ce qu'on fait le corps? À une époque, on faisait corps à travers le chaman, ensuite à travers la royauté, ou bien l'église, etc. Aujourd'hui, on fait corps. Est-ce qu'on fait corps avec les GAFA? Ben non, on ne fait pas corps, justement. On fait guerre civile, on fait désespérance, on fait entropie, etc. Donc il y a quelque chose à réinventer. Moi, j'appelle ça les exorganismes complexes. Un exorganisme, je suis, vous êtes, tous les gens qui sont dans cette salle sont des exorganismes, ce sont des organismes au sens de la marque, mais ils ont besoin d'organes artificiels, exosomatiques, en dehors de leur corps, sans quoi ils ne peuvent pas vivre. Ces exorganismes ne peuvent pas vivre tout seuls. Ils vivent en tribu, ils vivent en usine, ils vivent en école, ils vivent en église. Et le problème, c'est qu'ils font corps socialement. C'est ce que Aristote appelait le savoir politique, l'être politique de l'être humain, du logos.
Et aujourd'hui, tout ça est très menacé par le calcul, parce que le logo s'est détruit par le calcul, donc le corps politique est détruit par le calcul lui-même. Et on a tous peur, aujourd'hui, il faut être clair, on a tous peur de la guerre, civile ou pas civile d'ailleurs, et de la guerre économique qui aujourd'hui détruit énormément de choses. Voilà. Donc, je pense que votre question, il faut la reprendre avec Alfred Lotka. Voilà ce que je voulais dire, et je vous recommande de lire un texte, il est en ligne, c'est en anglais, il est publié en 1945 dans la revue Human Biology, il fait 20 pages. Donc vous êtes impardonnable si vous ne le lisez pas. Parce qu'en plus, si vous ne lisez pas l'anglais, il y a Google Translate qui traduit pas très bien, mais qui traduit quand même pas trop mal. Alors, je note pour Ground Control qu'il y a donc en jeu une invitation croisée à refaire une rencontre prochaine le plus vite possible pour poursuivre en fait cette discussion.